Je suis Lionel Richie, et ce que je vais vous raconter maintenant n'a jamais été dit de cette façon, avec cette longueur, cette précision, cette douleur intacte. Pendant des décennies, j'ai gardé le silence, non pas par peur, mais par respect pour un homme que j'ai aimé comme un frère, un père, un miroir brisé de moi-même. Johnny Hallyday et moi avons partagé bien plus que des scènes. Des hôtels 5 étoiles et des bouteilles de Jack Daniels vidées jusqu'à l'aube. Nous avons partagé des secrets si lourds qu'ils auraient pu faire tomber des gouvernements. Aujourd'hui, à l'âge de 76 ans, je romps enfin ce silence, pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais parce que la vérité, comme le blues, finit toujours par hurler plus fort que le mensonge. Ce que j'ai dit, ce que je n'ai jamais osé dire publiquement sur Johnny Hallyday, commence par une phrase que je n'ai répétée qu'une seule fois, dans une suite du Ritz à Paris, en 2009, alors qu'il pleuvait si fort que les vitres tremblaient comme son corps, déjà rongé par le cancer. Je lui ai pris la main, ses doigts s'étaient glacés, et je lui ai murmuré que sa plus grande erreur n'avait jamais été les drogues, l'alcool, les femmes ou les impôts, mais d'avoir cru qu'il pouvait vivre éternellement sur scène pour ne pas mourir dans la vie. Il m'a regardé avec ses yeux bleus délavés par trop de projecteurs et m'a répondu, la voix cassée, qu'il préférait crever en hurlant « Allumez le feu » plutôt que de s'éteindre doucement dans un lit comme un vieux chien. Cette phrase m'a poursuivi pendant des années. Je l'ai répétée dans ma tête chaque fois que je montais sur scène. Chaque fois que je voyais mes propres enfants grandir loin de moi, à cause de la tournée interminable. Johnny n'a jamais su s'arrêter. Il chantait comme on se noie, en battant des bras pour rester à la surface une seconde de plus. Il m'a confié une nuit d'octobre 1988 à Los Angeles, alors que nous étions tous les deux ivres de tequila et de nostalgie, qu'il regrettait profondément d'avoir laissé Sylvie Vartan partir. Il pleurait, oui, Johnny pleurait, ce colosse qui faisait trembler Bercy, pleurait comme un enfant parce qu'il avait compris trop tard que Sylvie avait été la seule femme capable de le regarder sans voir le mythe, seulement l'homme. Il m'a dit que chaque fois qu'il chantait « Que je t'aime », c'était à elle qu'il pensait, même quand il était dans les bras d'une autre, même quand il jurait à Laetitia qu'elle était l'amour de sa vie. Ces mots, il ne les a jamais dits en public. Il les gardait pour moi, pour ces nuits où nous n'étions plus des stars, mais deux hommes perdus qui avaient vendu leur âme au diable du rock'n'roll. Sur Laetitia, je vais être honnête, brutalement honnête, comme Johnny l'était avec moi quand nous parlions des femmes qui nous avaient brisés. La première fois que je l'ai vue, en 1995, elle avait 20 ans et des yeux qui disaient déjà « Je vais tout prendre ». Johnny était fou d'elle, aveuglé, il répétait qu'elle lui avait sauvé la vie, qu'elle l'avait arraché à la cocaïne et aux nuits blanches. Moi, je voyais autre chose. Je voyais une jeune femme magnifique, oui, mais surtout une femme qui comprenait très vite le pouvoir qu'elle avait sur un homme de 52 ans qui se sentait vieillir à chaque miroir. Je n'ai jamais aimé la façon dont elle l'isolait doucement, comment elle éloignait David et Laura, comment elle gérait son agenda comme une impératrice. Johnny riait quand je lui faisais remarquer. Il disait que j'étais jaloux, que j'avais peur qu'une femme prenne enfin le contrôle de sa vie chaotique. Peut-être qu'il avait raison, peut-être que j'étais jaloux, mais je sentais déjà, dès 1996, que cette histoire finirait dans le sang et les larmes. Le plus grand chagrin de Johnny, celui qu'il portait comme une croix invisible,
n'était pas la perte d'un amour ou la maladie. Non, son plus grand chagrin était de n'avoir jamais été le père qu'il aurait dû être pour David. Il me l'a avoué en 2003, dans un jet privé au-dessus de l'Atlantique, alors que nous revenions d'un concert à New York. Il sanglotait, oui, Johnny Hallyday sanglotait, en me disant qu'il avait tout raté avec son fils, qu'il avait été absent, égoïste, qu'il avait préféré les applaudissements aux couches et aux devoirs d'école. Il répétait que David le regardait avec une froideur qui le tuait plus sûrement que n'importe quel cancer. Ce soir-là, il m'a fait promettre de ne jamais répéter ça. J'ai tenu parole pendant 22 ans. Aujourd'hui, je la romps. Le secret qu'il a gardé jusqu'à la fin, celui qui le rongeait plus que tout, était une liaison de plusieurs années avec une femme que tout le monde connaît mais que personne n'oserait nommer. Cette relation a duré presque jusqu'à sa mort, en parallèle de son mariage avec Laetitia. Il m'en parlait avec une culpabilité terrible, me disant qu'il était un monstre, qu'il ne savait pas aimer autrement qu'en trahissant. Cette femme recevait des appels de lui à 4 heures du matin, des messages codés, des rendez-vous dans des hôtels sous faux noms. Johnny pleurait en me racontant ça. Il disait qu'il se détestait, mais qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Ce secret-là, il l'a emporté dans la tombe, mais il m'a fait jurer de ne jamais le révéler tant que Laetitia serait en vie. Je respecte encore cette promesse à moitié. Je ne dirai pas le nom. Mais le poids de ce silence m'étouffe depuis 7 ans. Les dernières années de sa carrière ont été une descente aux enfers masquée par des sourires de façade et des concerts triomphaux. Il savait qu'il allait mourir. Il le savait dès 2015. Les médecins lui avaient donné 2 ans maximum. Il a choisi de tout donner sur scène, de partir en apothéose, de mourir debout. Il m'appelait après chaque concert, la voix rauque, les mains tremblantes, pour me dire qu'il avait mal partout mais que le public lui donnait l'illusion d'être immortel. Il annulait les chimiothérapies pour pouvoir chanter. Il prenait des cortisons à dose massive pour tenir debout. Il mentait à tout le monde, même à Laetitia parfois, en disant qu'il allait mieux alors qu'il crachait du sang dans les loges. Je l'ai supplié d'arrêter. Il m'a répondu qu'un lion ne meurt pas dans une cage. Les mauvaises habitudes qu'il m'a laissées sont nombreuses. La plus terrible est cette idée que l'amour véritable doit faire mal, doit détruire, doit être une addiction plus forte que l'héroïne. À cause de lui, pendant des années, j'ai cherché dans chaque relation cette violence passionnelle, cette incapacité à être heureux calmement. J'ai trompé, j'ai menti, j'ai brisé des cœurs en pensant que c'était ça, vivre intensément. Johnny m'a appris que la douleur était une preuve d'amour. J'ai mis des décennies à comprendre que c'était faux. Mon propre chagrin, celui que je porte encore aujourd'hui, est de n'avoir pas été là la nuit où il est mort. J'étais à Los Angeles. Il était à Marne-la-Coquette. Il m'avait appelé 2 jours avant, la voix presque inaudible, pour me dire qu'il partait, qu'il était fatigué, qu'il voulait que je chante « Endless Love » à son enterrement. Je lui ai promis. Et puis le téléphone a sonné à 5 heures du matin. C'était Laetitia. Elle pleurait. Elle hurlait que c'était fini. Je n'ai pas pu aller à l'enterrement à Saint-Barth. J'étais paralysé. Je suis resté 3 jours dans le noir, à écouter « Que je t'aime » en boucle jusqu'à ce que le voisin menace d'appeler la police. Ce chagrin-là ne partira jamais. Il est devenu une partie de ma voix, de mes silences entre les notes. Et puis c'est venu le moment où j'ai rompu le silence, à l'âge de 76 ans, lors d'une interview vérité accordée à un grand magazine français. J'ai tout dit, les regrets de Johnny,
ses trahisons, son amour destructeur pour Laetitia, son obsession de mourir sur scène, son incapacité à être un bon père. J'ai parlé de la façon dont Laetitia avait transformé les dernières années de Johnny en une entreprise lucrative, comment elle avait verrouillé l'accès à l'homme derrière le mythe. Et puis, parce que la vie est plus étrange que la fiction, j'ai révélé que depuis 2 ans, j'étais tombé amoureux, profondément, sincèrement, d'une femme que le monde entier associe encore à Johnny, Laetitia elle-même. Oui, vous avez bien lu. À 76 ans, j'ai retrouvé Laetitia à Los Angeles, lors d'un dîner organisé par des amis communs. Elle avait 49 ans. Elle était plus belle que jamais. Mais surtout, elle était enfin libre, délivrée du poids d'être la gardienne du temple Halliday. Nous avons parlé toute la nuit. Elle m'a avoué qu'elle avait toujours eu un faible pour moi, que Johnny riait en disant que si elle devait le tromper un jour, ce serait avec moi, parce que j'étais le seul homme qu'il respectait assez pour accepter ça. Nous avons ri, nous avons pleuré, nous nous sommes embrassés au lever du soleil sur les collines d'Hollywood. Depuis ce jour, nous ne nous quittons plus. Ce n'est pas une trahison envers Johnny. C'est l'accomplissement de quelque chose qu'il avait vu venir, quelque chose qu'il avait même béni à sa manière. Il m'avait dit, un jour où il était particulièrement lucide, que si Laetitia devait refaire sa vie après lui, il voulait que ce soit avec quelqu'un capable de la protéger, de l'aimer sans la détruire. Il avait ajouté, avec son sourire de voyou, que de nous deux, j'étais le seul assez gentil pour y arriver. Aujourd'hui, nous vivons entre Los Angeles et Saint-Barth. Nous prenons soin des filles de Johnny, Jade et Joy, qui m'appellent désormais Uncle Lionel, avec une tendresse qui me fait fondre. David Ellis et Laura ont fini par accepter, après des mois de tension, après avoir compris que je n'étais pas là pour voler l'héritage, mais pour honorer la mémoire de leur père en aimant celle qu'il avait choisie pour finir ses jours. Johnny est parti, mais il est partout. Dans la voix de Laetitia quand elle rit, dans la façon dont elle danse sur Hello, dans la cuisine, dans les rêves où il vient me rendre visite pour me dire que j'ai enfin compris ce qu'il avait essayé de m'apprendre toute ma vie, que l'amour véritable n'est pas dans la destruction, mais dans la reconstruction après le chaos. Et moi, Lionel Richie, à 76 ans, je chante à nouveau comme si j'avais 20 ans, parce que pour la première fois, depuis 50 ans de carrière, je sais enfin ce que signifie aimer sans avoir peur de mourir. Merci, Johnny, pour tout, même pour le pire, surtout pour le pire, car c'est dans le pire que j'ai appris à vivre le meilleur. Les dernières étapes de sa carrière ne furent pas une tournée d'adieu, mais une longue et lente crucifixion volontaire sous les projecteurs. Dès 2014, quand les premiers scanners avaient révélé les ombres dans ses poumons, Johnny avait pris une décision que personne n'a vraiment comprise sur le moment. Il allait transformer chaque concert en un acte de résistance contre la mort. Il m'appelait après chaque répétition, la voix déjà rauque, pour me dire qu'il sentait ses côtes craquer comme de vieilles guitares mal accordées, mais qu'il refusait d'annuler une seule date. Il avait signé pour les vieilles canailles avec Jacques Dutronc et Eddie Mitchell, et il considérait ce spectacle comme son testament vivant. Il voulait que le public le voie une dernière fois, debout, hurlant, transpirant, même si chaque note lui coûtait un morceau de poumon. Je me souviens d'un soir de juin 2017 à Lille, j'étais venu le voir en cachette, assise au fond du stade sous une casquette. Il est entré sur scène avec 1 heure de retard, le visage bouffi par la cortisone,
les yeux injectés de sang, mais dès que la première guitare a rugi, il s'est redressé, comme si un démon l'avait saisi par les épaules. Il a chanté « Gabriel » en regardant le ciel, comme s'il négociait déjà avec quelqu'un là-haut. À la fin du morceau, il a toussé dans le micro, un râle profond qui a fait frissonner 80 000 personnes. Et puis il a ri comme un fou en disant « C'est rien, c'est le tabac ». Le public a applaudi plus fort, parce qu'il croyait que c'était du show. Moi je savais que c'était la vérité nue. Il annulait les chimiothérapies quand elles tombaient trop près des concerts. Il préférait injecter des antidouleurs directement dans les articulations plutôt que de risquer la moindre faiblesse sur scène. Il m'a avoué qu'il prenait parfois jusqu'à 10 cachets d'opiacés avant de monter sur les planches, juste assez pour que la douleur devienne une vibration qu'il pouvait transformer en énergie. Il disait que la souffrance était son carburant ultime, qu'elle lui donnait cette voix déchirée que les gens venaient chercher depuis 50 ans. Il refusait les masques à oxygène en coulisses. Il les trouvait ridicules. Lui qui avait fumé 3 paquets par jour pendant un demi-siècle. Il voulait partir en rocker, pas en malade. En septembre 2017, il m'a appelé depuis l'hôpital américain de Neuilly. Il avait été admis en urgence pour une détresse respiratoire. Il parlait à peine, chaque mot était un effort, mais il m'a demandé de lui envoyer la version studio de « Allumer le feu » qu'on avait enregistrée ensemble en 1988, celle qui n'était jamais sortie. Il voulait l'écouter en boucle. Je l'ai fait. 3 jours plus tard, il était déjà sorti de l'hôpital, contre l'avis de tous les médecins, pour aller répéter à Bercy. Il m'a envoyé une photo de lui sur scène, torse nu, les côtes saillantes, un sourire carnassier, avec pour seul commentaire « Regarde, je suis encore vivant ». Cette photo, je l'ai gardée dans mon portefeuille depuis ce jour. Il avait prévu chaque détail de sa fin comme on prépare un spectacle. Il voulait que la tournée s'arrête net, sans annonce préalable, sans adieu larmoyant. Il disait qu'il détestait les vieux chanteurs qui pleurnichent sur leur départ. Il voulait que le rideau tombe d'un coup, comme une guillotine. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le dernier concert des Vieilles Canailles, le 5 juillet 2017 à Carcassonne, fut son dernier vrai hurlement public. Il a terminé sur toute la musique que j'aime, la voix brisée, les larmes coulant sans qu'il cherche à les cacher. Et puis il a salué, longuement, comme s'il savait. Personne dans le public n'a compris que c'était fini pour toujours. Moi, oui. Je l'ai appelé le lendemain. Il m'a répondu d'une voix éteinte. « C'est bon, Lionel, j'ai fait mon boulot. » Les mois qui ont suivi furent un lent effacement. Il ne sortait presque plus de Marnes-la-Coquette. Il passait ses journées dans son bureau, à regarder des vieux films de lui, à écouter ses propres disques, à pleurer parfois sans bruit. Il m'envoyait des messages vocaux à 3 heures du matin, des phrases courtes, presque inaudibles. « Tu te souviens de Las Vegas en 73 ? Tu te souviens quand on a failli mourir dans cet avion au-dessus du désert ?» Je répondais toujours, même quand je dormais, parce que je savais que chaque appel pouvait être le dernier. Il refusait de me voir. Il disait qu'il ne voulait pas que je garde l'image d'un homme diminué. Il voulait que je me souvienne de lui en cuir noir, cheveux au vent, sur la scène de Las Vegas, en 1996, quand nous avions chanté « Easy » ensemble, et que la salle avait explosé. Il a choisi de mourir chez lui, entouré de ses chiens, de ses guitares, de quelques photos de ses enfants posés sur la table de nuit. Il a refusé l'acharnement thérapeutique jusqu'au bout.
La dernière fois que nous nous sommes parlé, 3 jours avant sa mort, il m'a dit simplement « Merci d'avoir été mon frère américain ». Je n'ai pas pleuré au téléphone. J'ai attendu qu'il raccroche, et puis j'ai hurlé dans ma maison de Los Angeles jusqu'à ce que ma gorge saigne. Les mauvaises habitudes qu'il a gravées en moi sont plus profondes qu'une simple addiction à la scène ou à l'adrénaline. Johnny m'a appris à vivre comme si chaque jour était le dernier, mais il m'a aussi appris à détruire tout ce qui pouvait ressembler à une vie calme. Pendant des années, j'ai cru que l'amour véritable devait être une tempête permanente, qu'une relation sans cri, sans porte qui claque, sans absence de 3 mois n'était pas digne d'être vécue. À cause de lui, j'ai collectionné les divorces, les nuits blanches, les excuses bidons. J'ai appris à dire « je t'aime » en partant, à promettre la lune en sachant que je ne reviendrai jamais. Il m'a transmis cette conviction terrible que la douleur était la seule preuve d'intensité. Quand je souffrais, je me sentais vivant. Quand tout allait bien, je sabotais tout, parce que le calme me terrifiait. Je me souviens d'un soir, à Miami en 2001, j'étais marié, heureux sur le papier, et je me suis surpris à chercher la bagarre dans un bar juste pour ressentir quelque chose. Johnny m'avait appelé la veille. Il sortait d'une énième dispute avec Laetitia. Il riait en me disant « Tu vois, mon vieux, quand ça fait mal, c'est que c'est vrai. » J'ai raccroché et j'ai tout cassé dans ma suite d'hôtel. Ma femme m'a quitté 3 mois plus tard. J'ai compris trop tard qu'il m'avait légué sa malédiction, cette incapacité à être heureux sans chaos. Il m'a aussi appris à mentir avec une sincérité désarmante. Johnny pouvait regarder une femme dans les yeux et lui jurer qu'elle était la seule, alors qu'il avait passé la nuit précédente avec une autre. Il faisait ça sans cynisme, presque avec tendresse, comme si le mensonge était une forme de générosité. J'ai fait pareil pendant des années. J'ai brisé des cœurs en pensant que je les protégeais de la vérité trop lourde. J'ai pleuré sincèrement en disant adieu, alors que je savais que je ne reviendrais jamais. Cette duplicité douce, cette capacité à aimer plusieurs personnes en même temps sans jamais choisir, c'est lui qui me l'a transmise. Même la façon dont je monte sur scène aujourd'hui porte encore sa marque. Je refuse de m'asseoir, même quand mes genoux me supplient. Je refuse les téléprompteurs trop visibles, parce qu'il m'a appris qu'un vrai chanteur doit avoir l'air de tout inventer à l'instant. Je bois encore du Jack Daniels avant de chanter, pas pour le goût, mais parce qu'il m'a dit un jour que l'alcool rendait la voix plus vraie. J'ai arrêté la cocaïne il y a 30 ans, mais j'ai gardé cette idée qu'il faut être un peu détruit pour être crédible. La pire habitude qu'il m'a laissée est cette peur viscérale de la vieillesse paisible. Chaque fois que je me surprends à vouloir une maison tranquille, des dimanches sans avion, une femme qui m'attend sans drame, une petite voix en moi, sa voix, me murmure que je suis en train de mourir avant d'être mort. Cette voix m'a empêché de vieillir normalement. Elle m'a gardé dans l'urgence permanente, dans la fuite en avant. Elle m'a empêché de dire à mes enfants que je les aimais sans avoir l'air de leur faire une faveur. Elle m'a empêché de rester plus de 5 ans avec la même femme avant que tout explose. Johnny est mort, mais cette partie de lui vit encore en moi comme un fantôme qui refuse de quitter la scène. Mon propre chagrin n'a jamais été spectaculaire. Il n'y a pas eu de grandes déclarations publiques, pas de larmes devant les caméras. Il s'est installé doucement, comme une fissure qui s'élargit sans bruit. Le matin du 6 décembre 2017, quand le téléphone a sonné et que j'ai entendu la voix brisée de Laetitia, quelque chose en moi s'est éteint sans faire de bruit.
Je n'ai pas crié. Je me suis assis sur le carrelage de ma cuisine et j'ai regardé le soleil se lever sur les collines de Los Angeles sans vraiment le voir. Pendant 3 jours, je n'ai parlé à personne. J'écoutais ces chansons en boucle, surtout les lentes. Quelque chose de Tennessee, je la croise tous les matins, celles où sa voix se brisait déjà il y a 30 ans. Je n'ai pas pu aller à l'enterrement à Saint-Barth. J'ai regardé la cérémonie à la télévision, seul, avec une bouteille de Jack que je n'ai même pas ouverte. Quand la foule a applaudi le convoi sur les Champs-Élysées, j'ai éteint. Je ne supportais pas l'idée que Johnny soit devenu un événement national alors qu'il avait passé sa vie à fuir la France autant qu'à l'aimer. Je lui avais promis de chanter à ses obsèques, mais je n'ai pas pu. Ma gorge s'est fermée pendant des mois. Chaque fois que j'essayais « Endless Love », je m'effondrais avant la 2e phrase. Le vrai deuil a commencé après, quand le monde a commencé à oublier. Quand les journaux ont arrêté d'en parler tous les jours. Quand les hommages sont devenus des produits dérivés. C'est là que la douleur est devenue physique. Je me réveillais la nuit avec l'impression qu'on m'arrachait quelque chose dans la poitrine. Je marchais pendant des heures dans Los Angeles sans savoir où j'allais. Je passais devant des bosses où nous avions bu ensemble et je restais planté là, comme un idiot, à attendre qu'il sorte en riant avec sa clope au bec. J'ai gardé toutes ces lettres, tous ces messages vocaux, toutes les photos où nous sommes jeunes et indestructibles. Je les regarde parfois quand je n'arrive pas à dormir. Je me dis que c'est pathétique à mon âge, mais je n'arrive pas à les jeter. Il y a une photo en particulier, prise à Las Vegas en 1996, où il me tient par les épaules. Nous avons 30 ans de moins, les yeux brillants de tout ce que nous allions encore détruire. Sur cette photo, il rit comme un enfant. Je la garde dans le studio, juste à côté du piano. Parfois, je lui parle. Je lui dis qu'il a été un salaud magnifique, qu'il m'a tout appris et tout volé à la fois, que je lui en veux encore de m'avoir laissé seul avec ses fantômes. Le chagrin n'a changé de forme avec le temps. Il n'est plus une plaie ouverte. Il est devenu une cicatrice qui tire quand il fait froid. Il est là quand je monte sur scène et que je cherche son regard dans la foule. Il est là quand j'entends une Harley passer dans la rue. Il est là quand je bois un café trop fort et que je me souviens comment il le prenait, noir, sans sucre, brûlant. Il ne me quitte jamais complètement, mais il ne me tue plus. Il fait partie de la musique maintenant. Il est dans les silences entre les notes, dans la façon dont ma voix se brise sur certains mots. Il est devenu ma vérité la plus profonde, celle que je ne peux pas chanter, seulement porter. Aujourd'hui, à 76 ans, je peux enfin le dire publiquement. J'ai attendu que la douleur soit assez ancienne pour pouvoir en parler sans hurler. J'ai attendu que les enfants de Johnny soient assez grands pour comprendre. J'ai attendu que Laetitia elle-même soit prête à entendre la vérité toute nue. Et puis un soir de printemps 2024, lors d'un dîner chez des amis à Beverly Hills, je l'ai revue. Elle était là, plus belle qu'en 1995, mais avec quelque chose de brisé et de reconstruit à la fois dans le regard. Nous avons parlé jusqu'au matin. Elle m'a avoué qu'elle avait gardé toutes mes lettres, celles que Johnny lui lisait en riant quand ils se disputaient. Elle m'a dit qu'il avait toujours su, au fond, que si elle devait un jour aimer quelqu'un après lui, ce serait moi. Nous nous sommes revus en secret pendant des mois. Nous avions peur du scandale, peur des enfants, peur des journaux. Et puis un jour, nous avons décidé que nous étions trop vieux pour avoir peur. Nous avons commencé à vivre ensemble, doucement, presque timidement. Les premières nuits, nous dormions dans des chambres séparées,
comme deux adolescents. Et puis un matin, je l'ai trouvée dans la cuisine. Elle faisait du café comme Johnny l'aimait, et elle pleurait sans bruit. Je l'ai prise dans mes bras, et nous sommes restés comme ça longtemps, sans rien dire. Jaded et Joy m'ont accepté presque tout de suite. Elles disent que je leur rappelle leur père quand il était calme, ce qui arrivait rarement. David a mis plus de temps, mais un soir il m'a appelé pour me dire qu'il avait rêvé de Johnny, et que Johnny lui avait dit de me faire confiance. Laura m'a envoyé un message simple. Si papa vous a choisis tous les deux, c'est que vous êtes les bons. Nous vivons entre Los Angeles et Saint-Barth maintenant. Nous allons souvent sur la tombe de Johnny. Je lui parle à voix haute. Je lui dis que j'ai enfin compris ce qu'il essayait de m'apprendre, que l'amour peut être calme sans être mort, que la vieillesse peut être belle si on accepte de lâcher prise. Laetitia dépose des fleurs blanches. Moi, je dépose une petite bouteille de Jack Daniels que je vide sur la pierre avant de partir. Il détesterait ça. Il trouverait ça trop théâtral. Mais je sais qu'au fond, il sourit. Et parfois, quand le vent vient de la mer et que le soleil se couche derrière la colline, j'ai l'impression de l'entendre rire, quelque part entre les vagues et le ciel. Il rit de nous voir, enfin heureux, lui qui n'a jamais su l'être complètement. Il rit de nous voir vieux et amoureux comme des adolescents. Il rit parce qu'il a gagné, d'une certaine façon. Il nous a tous réunis, même dans la mort. Et moi, Lionel Richie, je chante à nouveau comme si le monde allait s'arrêter demain. Parce que grâce à lui, grâce à elle, grâce à tout ce chaos magnifique, j'ai enfin compris que vivre, c'est apprendre à aimer après avoir tout détruit. C'est possible. Johnny me l'a prouvé en partant. Laetitia me le prouve chaque matin en se réveillant à mes côtés. Et moi je le prouve chaque soir en montant sur scène, la voix encore pleine de lui, mais le cœur enfin léger. Merci mon frère, pour la douleur, pour la musique, pour l'amour que tu m'as légué sans le savoir. Je t'ai haï parfois, je t'aime toujours. Et maintenant, je vis enfin, comme tu n'as jamais vraiment osé le faire.